Une jeune femme de 18 ans est décédée ce lundi d'une méningite à Rennes, une information confirmée ce mercredi par l'ARS. 3 autres personnes ont été infectées, une quarantaine de cas contacts ont été placés sous surveillance à Rennes et Chantepie. Un cluster de méningite à Rennes, c'est l'actualité de ce mercredi 5 février. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Les premiers cas sont apparus fin janvier. Une jeune fille est donc décédée. 3 autres membres de sa famille sont atteints de méningite à méningocoque de type B, un type d'infection d'origine bactérienne très violent, sinon traité. Deux des personnes infectées ont été hospitalisées au CHU de Rennes et de manière préventive, une quarantaine de personnes ont reçu un traitement antibiotique. Pour le moment, tout laisse à croire qu'il s'agit d'une seule souche qui se serait répandue, mais l'enquête est encore en cours. On écoute à ce sujet Mohamed Kertaa, infectiologue à l'Institut Pasteur et spécialiste de ce type de bactéries. Les prélèvements devaient arriver demain à notre laboratoire et ce qu'on va faire, c'est l'étude de la clonalité des cas, parce que ça va nous renseigner si oui ou non il y a une chaîne de transmission. Quand on parle de chaîne de transmission à période courte comme ça, et surtout chez des individus qui sont liés, on s'attend à qu'il y ait le même individu bactérie. C'est-à-dire c'est la même bactérie qui est passée. Ça ne suffit pas de dire c'est un méningocoque ou c'est un méningo B. Il faut voir maintenant, effectivement, l'enquête qui va nous dire quel type d'activité avaient ces jeunes gens. Est-ce qu'ils ont assisté à un événement qui a augmenté la transmission ou pas. Donc, tout ça, ça va être l'enquête qui va le dire. Et puis surtout, la clonalité des souches. Donc, si ce n'est pas la même souche, ça, c'est plus inquiétant. Si ce n'est pas la même souche, ça veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de souches qui circulent. Ce n'est pas la première fois que de tels cas se présentent. Le département d'Ille-et-Vilaine enregistre en général entre 10 et 11 cas chaque année. Mais là, 3 cas aussitôt dans l'année, ça interpelle. Et pour en parler, on reçoit Frédéric Jacques, journaliste au Télégramme. Et Frédéric, est-ce que tu peux nous parler un peu des symptômes? Est-ce que c'est comme une méningite classique? On parle de maux de tête, de vomissements, de raideur de la nuque, de gêne à la lumière et de taches de couleur sur la peau. Il faut une réaction rapide car plus on perd de temps, plus le risque de décès et de séquelles est important malgré la prise d'antibiotiques. Il faut aussi se méfier parce que l'Institut Pasteur nous dit que de nouvelles souches de bactéries circulent depuis la fin de l'épidémie de Covid-19 et provoquent d'autres types de symptômes comme des douleurs abdominales que les médecins peuvent avoir du mal à associer avec une méningite. Et d'ailleurs, il ne faut pas parler uniquement de méningite, car ces infections peuvent prendre la forme de différentes maladies, comme des pneumonies ou des septicémies. Et c'est particulièrement dangereux donc, si ce n'est pas détecté et donc non traité. Pour en savoir plus, on écoute de nouveau Mohamed Kertaa. Il faut garder en tête que cette maladie est mortelle à 100% si elle n'est pas traitée. Quand on dit qu'il y a un 10% de mortalité, c'est 10% malgré le meilleur traitement au monde. Donc, c'est ça, et c'est rapide. Et un retard de prise en charge va être effectivement va être traduit par une mortalité ou des séquelles plus importantes. Et malheureusement, pour l'instant, notre arme le plus efficace, c'est la prévention vaccinale. Donc on l'entendait, la vaccination, c'est central pour lutter contre ces maladies. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui a changé là en janvier sur ces vaccinations? Oui, c'est l'arme principale, la prévention avec les vaccins. Alors comme les cas de méningite ont un peu augmenté ces dernières années, qu'on constate une circulation de différentes souches, les règles de vaccination ont effectivement changé au 1er janvier 2025. On a 2 vaccins. Le premier qui permet de lutter contre le méningocoque de type B. Il est désormais obligatoire pour les nourrissons. L'autre qui fonctionne contre 4 types de sérotypes différents est aussi rendu obligatoire pour les plus petits également, mais il est aussi recommandé une dose pour les adolescents de 11 à 14 ans, le but étant de les protéger contre la maladie, mais aussi de limiter la transmission vers leurs proches qui peuvent avoir des âges différents. Ça marche, merci beaucoup Frédéric. Et santé toujours, le centre anti-poison constate depuis plusieurs mois une forte augmentation du nombre d'adolescents intoxiqués par du paracétamol. Rien qu'au mois de janvier, 350 patients ont été admis après avoir consommé du paracétamol en excédent, et 5 d'entre eux dans des cas graves. Une évolution qui pourrait être liée à un challenge tout droit venu des réseaux sociaux américains qui consiste à consommer de nombreux comprimés jusqu'à être envoyé à l'hôpital.
La popularité du challenge reste pour l'instant à nuancer en Bretagne, mais l'inspection académique prend en tout cas le sujet au sérieux et a prévu de communiquer à ce sujet auprès des chefs d'établissement. Sur les 5 cas graves détectés, le centre antipoison rappelle qu'il est difficile de savoir s'il s'agit d'un défi inconscient ou d'un appel à l'aide. On rappelle qu'aujourd'hui est la journée mondiale de la prévention du suicide. Et avec près de 10 000 décès et 200 000 tentatives de suicide par an, la France affiche un des taux de suicide les plus élevés d'Europe. Face à ce fléau, le ministère de la Santé a mis en place un numéro d'urgence national. Et une des antennes de ce dispositif se trouve à Brest. On part en reportage avec Laetitia Druard. 3114, bonjour. Dans quelle situation vous êtes mise? Expliquez-moi. Dans un espace feutré, pour offrir écoute et réconfort, les infirmières du dispositif téléphonique de prévention du suicide ont la vie des personnes qui appellent entre leurs mains. Mis en place par le ministère de la Santé en octobre 2021, ce dispositif comprend 17 centres répartis à travers la France, dont un à Brest, disponible 24 heures sur 24. Ce qui nous alerte immédiatement, ça va être la personne, par exemple, qui va verbaliser ses idées suicidaires, que c'est très aigu. Très envahissant. Si elle a déjà fait aussi des tentatives de suicide, donc ces personnes-là sont quand même plus à risque d'en refaire. L'accès aux moyens aussi. Si la personne est seule aussi chez elle. Une population est directement ciblée par le dispositif puisque chaque année, le suicide est responsable de la mort de plus de 400 adolescents en France. Il fallait pour eux faciliter l'accès aux soins en psychiatrie. Une population qui ne va pas facilement vers les soins, qui en post-Covid, au moment de l'ouverture du 3114 en tout cas, était dans un état de souffrance particulièrement important. Les différents appels sont dirigés vers le centre disponible le plus proche. L'antenne de Brest reçoit une centaine d'appels toutes les 24 heures et les répondants observent des pics d'activité. Dimanche soir, veille de reprendre le travail, à la fin des vacances scolaires, plus anxiogène pour les mineurs, pour aussi les professeurs. Pour aller plus loin et devenir un acteur à part entière de la prévention du suicide, des contenus sont disponibles sur le site du 3114 à partager sur les réseaux. Donc on vous le rappelle, si vous ou quelqu'un de votre entourage est en détresse, les volontaires sont à votre écoute au 3114. Et pour continuer la discussion, le reste du dossier sur la prévention du suicide dans la région est à retrouver dans Bonjour Bretagne avec Pauline Ferco et sur le site internet du Télégramme. Et sans transition, est-ce que vous vous rappelez l'affaire Fanche ? Ce jeudi, le tribunal de Lorient doit de nouveau trancher sur le cas du petit Fanche, né le 17 juin 2023. Il y a 4 ans, les parents d'un autre Fanche avaient dû défendre l'orthographe du prénom de leur enfant et surtout ce caractère spécial qu'on connaît bien dans la langue espagnole, mais qui est aussi un marqueur de la langue bretonne. L'administration avait refusé d'enregistrer le nom avec son N tilde, qui n'avait pas été considéré comme existant dans la langue française. En 2017, Fanche Bernard à Quimper a finalement pu garder son tilde. La nouvelle affaire sera examinée ce jeudi à Lorient. Et des nouvelles du golfe de Gascogne. Depuis 2 semaines, la zone est fermée aux grands navires de pêche afin de préserver les dauphins. Et pour sauver les cétacés, des captures accidentelles d'autres technologies sont également en développement. À Brest, Octech produit, vend et conçoit des effaroucheurs de dauphins de plus en plus sophistiqués qui imitent les signaux de détresse de ces animaux. Un reportage de David Cormier et Adrien Paquet. Octech conçoit, fabrique et distribue donc des dispositifs qui permettent de lutter contre les prises accidentelles de cétacés. L'entreprise possède principalement 2 dispositifs techniques. Le premier, la balise connectée Dolphin Free, qui émet un signal bio-inspiré. Et le second, le dispositif Pifil, qui est un transducteur de coque permettant de blanchir la zone au moment du filage. Cette balise a un comportement atypique particulier, elle est interactive, donc elle écoute l'environnement sous-marin et à détection de clics de cétacés dans la zone, elle va à son tour émettre un signal. Et ce signal particulièrement est un signal qui renvoie l'image d'un cétacé emmailloté dans un filet. Le but, c'est vraiment d'éveiller la vigilance des dauphins, donc contrairement à un signal de type répulsif traditionnel qui, là pour le coup, créerait une nuisance, un dérangement pour les cétacés. L'idée du signal bio-inspiré, c'est vraiment de s'inscrire au mieux dans nos interactions avec les cétacés, d'éveiller leur vigilance, de leur permettre de quitter sereinement la zone sans occasionner de stress. Les enjeux sont très importants, l'objectif c'est vraiment à la fois de mettre en place le plan de test pour prouver l'efficacité des dispositifs de manière statistiquement significative, et puis de répondre aux obligations légales également. Nous avons fabriqué 1000 balises, 65 concentrateurs et une centaine de dispositifs Pifil.
Et un mot de sport à présent avec la qualification du Stade brestois pour les quarts de finale de la Coupe de France. Après 1983 et 2015, c'est la 3e fois de son histoire que Brest atteint ce stade dans la compétition. Et ce soir, 2 autres équipes bretonnes vont tenter de les rejoindre en quart de finale. L'En Avant Guingamp affronte Toulouse, mais c'est vers une autre équipe costarmoricaine que seront tournés tous les regards. Le Stade briochin, pensionnaire du National 2, va tenter de combler les 3 divisions d'écart avec Nice, 5e du championnat de Ligue 1. Saint-Brieuc a déjà réalisé 2 exploits lors des 2 derniers tours en éliminant Le Havre, équipe de Ligue 1, et Annecy, formation de Ligue 2. Et pour finir, est-ce que ça vous dirait un aller simple pour le Bronx sur les traces du hip-hop? Jusqu'au 29 mars, la galerie d'art Le Comédia à Brest offre une immersion dans cette culture urbaine entre danse, musique, graffiti. Une vingtaine d'artistes participent à l'exposition et il est même possible d'acheter certaines œuvres. Un reportage d'Ambre Guiton. Je vis hip-hop. Plus qu'un genre musical, une philosophie de vie. À Brest, le hip-hop a envahi la galerie d'art du Comédia. Une vingtaine d'artistes, dont Wentu et TKX, créateurs locaux. Avec eux, Wassem Saimi, jeune illustrateur brestois, met en avant ses valeurs avec des clins d'œil de la ville. On a une architecture assez carrée et tout, mais moi j'ai appris à l'aimer. Il y a des pièces où ça se voit beaucoup plus, comme par exemple le pont de recouvrance. Des approches variées qui retracent l'histoire de ce mouvement culturel des années 70 à aujourd'hui. L'art urbain est même au rendez-vous. Ici, par exemple, j'ai dessiné une usine avec une perspective, des points de fuite que j'ai exagéré en noir, j'ai prononcé un peu comme ça. On ne voit pas clairement l'influence du graffiti, mais elle est là dans l'énergie, dans l'idée de lier comme ça ces espaces avec une peinture et rehaussée à la main. Avec son titre « Un regard sur son histoire et ses scènes », la directrice espère bien attirer curieux et férus de hip-hop. De montrer à des jeunes générations ou à des personnes qui ne voient pas forcément le lien entre hip-hop et art, de montrer qu'il y a cet art de la musique, cet art de la danse et surtout cet art du graffiti. Pour les amateurs d'art, l'acquisition d'œuvres est possible. Des visites guidées avec les artistes sont aussi proposées. Comptez 5 € l'entrée pour embarquer dans l'univers du street art. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et bonne soirée.